C'est le retour sur le plateau. On parlait avant la pause de la Centrafrique, où l'ancien président, le général François Bozizé, a été condamné. François Bozizé, qui avait pris le pouvoir en 2003 par un coup d'État, avant d'être renversé en 2013 par des rebelles, a été condamné donc par contumace. Comme 2 de ses fils et 20 autres co-accusés, dont des chefs rebelles importants. Ils ont tous été condamnés aussi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, assassinat. Et voilà donc, aujourd'hui, le sort de Bozizé ne vous étonne pas? Non, le sort de Bozizé ne m'étonne pas. Je crois que Bozizé, à l'instar d'un certain nombre de personnalités politiques qui ont le privilège de diriger ce pays-là, ne m'étonne pas. La Centrafrique est un pays qui a connu vraiment des expériences douloureuses depuis les années d'indépendance, où les hommes politiques sont dans une logique de prédation, parfois même en complicité avec des forces extérieures, où vous avez des populations civiles qui connaissent des instabilités politiques chroniques. Vous avez des massacres à longueur de journée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice centrafricaine aujourd'hui a pris la mesure de la chose. Oui, il est accédé au pouvoir par un coup d'État où il a évincé Patassé. En 2003, il est resté pendant 10 ans jusqu'en 2013. Quel a été le bilan de Bozizé à la tête de ce pays? J'ai vraiment des réserves sur la réussite de sa gestion du pays. Donc aujourd'hui, il a été condamné à perpétuité pour complot. Et donc je crois que les chefs d'accusation qui sont retenus contre lui sont quand même extrêmement graves. C'est quand même des affaires criminelles. C'est pour cette raison qu'il a été condamné par la cour d'assises. Cette juridiction l'a incorporé à la cour d'appel qui juge les affaires criminelles. Donc je crois qu'aujourd'hui son sort est scellé. Rappelez-vous qu'en 2020, il a quand même postulé aux élections présidentielles où il a déposé sa candidature. Mais la cour constitutionnelle a invalidé sous prétexte qu'il était incriminé par un certain nombre d'infractions. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui son sort est scellé. Il est très difficile pour Bozizé aujourd'hui de revenir dans le jeu politique. Je crois que Bozizé n'est pas animé par le sens aigu de l'intérêt général. Je suis désolé. Lorsqu'on a le privilège de diriger un pays et lorsqu'on a un président de la République qui s'appelle Faustin Archange Touadéra, on peut forcément peut-être mettre son intelligence au service de ces derniers. Au-delà de tout, ils sont tous des Centrafricains. Ils doivent tous militer pour le meilleur devenir de ce pays. Et donc, toujours, il a réussi à mettre en place la coalition des patriotes pour le changement, sa rébellion pour revenir dans le jeu politique. Vous voyez, c'est pour cette raison que moi je qualifie ces gens-là de pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas plus long que leur nombril. C'est-à-dire que c'est nous et nous. Regarde, vous avez dirigé un pays pendant 10 ans. Peu importe les reproches que vous formulez à l'encontre du président actuel, il n'y a aucune raison que vous formez une rébellion, parce que c'est le peuple centrafricain qui en pâtit. Vous massacrez le peuple. Lorsque vous reviendrez dans le jeu politique, vous allez diriger qui? Vous allez diriger qui? Donc aujourd'hui, un certain nombre d'infractions, les chefs d'accusation aujourd'hui sont retenus contre lui. Il a été condamné en contumace, ce qui veut dire qu'à son absence. Et je crois que M. Mayaba a quand même effleuré le sujet, parlant de la Cour pénale internationale. Et quand on parle de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, c'est le génocide, c'est les crimes de guerre. Et donc ici, je crois que les infractions commises par le Bozizé et les co-accusés, et c'est les autres co-auteurs de ces infractions-là, relèvent également de la compétence de la Cour pénale internationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour pénale internationale est régie par ce qu'on appelle le principe de complémentarité. C'est-à-dire le principe de complémentarité donne la priorité aux juridictions nationales de gérer le contentieux qui oppose aux nationaux. Et donc je crois que la justice centrafricaine a montré qu'ils peuvent juger Bozizé. À partir de là, la Cour pénale internationale n'a aucune raison de s'intéresser à cette affaire. Alors, quand on analyse cette condamnation, on peut aussi en tirer la conclusion que l'actuel pouvoir ne semble plus rien vouloir avoir avec Bozizé, mais j'ai envie de dire c'est quand même une personnalité incontournable en Centrafrique. Est-ce qu'on peut faire la paix en Centrafrique sans Bozizé? À cette question, je te réponds oui. Pourquoi? Parce que dans le cas de figure qui est présenté pour la condamnation de Bozizé, nous savons que derrière Bozizé, c'est tout un régime. Il avait aussi ses hommes
et tout le gouvernement ne s'arrêtait qu'à Bozizé seul. Et aujourd'hui aussi, ayant fait longtemps au pouvoir aussi, connaît les rouages, avec aussi ses bases et tout ce que nous connaissons. Maintenant, faire la paix sans Bozizé voudrait dire quoi? De manière beaucoup plus explicite, c'est que avec Bozizé et avec les éléments de Bozizé ou le clan Bozizé, j'allais dire, Douadéra devait quand même discuter. Parce que c'est de ça il s'agit. Parce que quand nous mettons dans le jeu de poursuite comme ça, je pense que ça peut être un peu compliqué à tous les niveaux. Et moi, je le dis en conséquence. Oui, mais discuter avec le camp Bozizé sans Bozizé. Oui, discuter avec le camp Bozizé, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut la lumière sur certaines infractions commises au moment de la gestion de Bozizé. Ouais. Ça ne peut pas s'arrêter seulement avec Bozizé seul. C'est pourquoi justement dans la condamnation, je ne vois pas aussi... Il y a deux de ses fils et il y a des chefs rebelles. Des rebelles, mais la condamnation à perpétuité, à perpétuité n'a pas quand même concerné ces personnes, à ce que je sache. Donc, moi, je demande à ce qu'à un moment donné, on devait faire l'effort de comprendre que quand vous venez, il y a des gens, c'est ça même qui dérange nos États effectivement. Les gens ont la prétention de faire comprendre que ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce que si je quitte, demain on va me poursuivre. Et quand c'est comme ça, les gens vont vouloir aussi s'éterniser au pouvoir. Qu'est-ce que la loi doit dire? La loi dit qu'après ton passage, il faut faire la lumière pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a. Si tu dois, tu payes. Si tu ne dois pas, bon, tant mieux. Ça se passe en France, ça se passe partout. Avec les Sarkozy que nous connaissons, ils ont répondu plusieurs fois. Donc, on a été condamnés. Donc, moi, je dis que pour faire la lumière sur une situation donnée, il va falloir impliquer tout le monde. C'est pourquoi on dit gouverner sans eux voudrait dire quoi? Qu'on va amener les dinosaures avec les mêmes conneries qu'ils ont commis à l'époque ou comme à Dieu. C'est pourquoi je dis on peut se départir de ces clans-là et organiser une nouvelle dynamique au sein de laquelle ça se passe actuellement. Quand vous rentrez au Burkina, c'est vrai que tout n'est pas clean, mais nous voyons qu'il y a une nouvelle dynamique qui est créée autour de ce nouveau président-là qui est arrivé, qui tente de changer de paradigme, de manière de faire. Et c'est ça qui réjouit la population. Donc, si les pratiques les anciennes pratiques ne sont plus au rendez-vous et qu'on impulse une nouvelle dynamique, cela voudrait dire qu'on peut apporter quelque chose qui puisse arranger le peuple. Le plus important, c'est la population. Ce n'est pas soi-même. Donc, quand on vient, on n'est pas là pour martyriser le peuple, pour tuer, pour mettre de sang et tout. Je crois que l'histoire de la roue, là, ça tourne toujours et ça va rattraper ceux qui ont des instigateurs. Le général Bozizé, on l'a dit, a été condamné par contumace. À un moment donné, on l'avait signalé au Tchad. Depuis peu, on le signale en Guinée-Bissau. Est-ce que ça veut dire qu'il appartient à ces États qui lui donnent l'asile aujourd'hui de le rendre? Oui, non, mais effectivement... Nous sommes en Afrique centrale. Je crois qu'à l'échelle continentale, la coopération judiciaire doit pouvoir vraiment fonctionner si on veut vraiment mettre fin à l'impunité ou interpeller les auteurs d'infractions. Aujourd'hui, même le cas Bozizé, puisqu'on parle de lui, on peut accuser même le Tchad de servir même de base arrière à Bozizé. Vous avez des États qui ont joué à l'hypocrisie, qui ont prêté le flanc à Bozizé et qui continuent de menacer le gouvernement actuel. Aujourd'hui, se retrouve en Guinée-Bissau, oui, effectivement, il doit y avoir une coopération judiciaire. Je crois que dans les jours à venir, je suis convaincu que la justice centrafricaine va peut-être produire un acte d'extradition, demandant à ces pays-là de l'extrader pour pouvoir disons, l'emprisonner définitivement. Donc, je crois que si on veut vraiment véritablement donner le flanc au processus de démocratisation du pays, si on veut vraiment mettre fin à l'impunité, la coopération judiciaire doit être vraiment la norme. Parce qu'on ne peut pas continuer à abriter des gens qui ont été condamnés par leur pays. Oui, ici, ils ne bénéficient plus de la présomption d'innocence. Sa responsabilité pénale a été établie. Et dans le cas d'espèce, moi, je me réjouis quand même d'une chose. On n'est pas dans le cadre d'une justice expéditive. Deux, on voit très bien que les infractions qui ont été retenues n'ont absolument rien à voir avec les 10 ans de gestion du pays. Sinon, on aurait pu quand même retenir un certain nombre d'infractions. C'est vrai, quand on est président de la République, il y a le principe de l'irresponsabilité pénale et l'effet détachable également de la fonction présidentielle. Mais ici,
on n'évoque pas toutes ces infractions-là. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, la Guinée-Bissau doit pouvoir jouer le franc jeu. Sinon, Bozizé, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas renoncé. Oui, Je crois qu'il continuera son aventure. Il continuera toujours de menacer la Centrafrique. Justement, il ne dépossède pas vraiment de tous ces moyens. C'est la question que j'avais posée à Mayaba avant de tourner la page de la Centrafrique. C'est quoi finalement un Bozizé en exil, un Bozizé au pays? C'est quel est le Bozizé qui est le plus à craindre? Non, c'est un Bozizé de partout. Mais c'est un peu dommage, que c'est comme ça se passe ailleurs. Quand tu pars en exil dans un pays d'asile, vous prenez des paroles. Ça s'est passé ici avec notre ami qui était rentré ici, il voulait faire la bouche, on lui a dit attention, au Togo c'est pas comme ça, il s'est tué. Bon, je ne veux pas appeler le nom. Suivez mon regard. Non, c'est pour dire quoi? En fait, Bozizé se frotte les mains parce qu'il n'est pas au pays. Actuellement, même la condamnation et cette condamnation-là, c'est pas contumace. Oui. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'est pas là, on condamne. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il y aura on va l'expédier? Ça dit que je ne sais pas, d'extradier, on va l'extrader. Non, je ne sais pas. Donc, c'est que ce que je pense. Comme il a relevé, il fallait qu'il y ait une coopération judiciaire. Et dans ce cas, et puis si c'est vrai qu'une justice nationale rend l'arrêt, enfin, il rend la sentence, il va falloir qu'on le notifie le pays d'accueil. Le pays d'accueil doit être notifié. Oui. Et si possible, il y a une coopération pour l'extradition. C'est là, il ne va plus encore commencer à parler sa vie ailleurs. Aujourd'hui, si admettons qu'il n'y a pas cette coopération judiciaire, ça veut dire qu'il ne viendra plus. Oui. Et à quoi servira alors la condamnation? De toute façon, elle est pendante. Elle est pendante, mais jusqu'à quand? Ça veut dire qu'il peut décider de ne plus rentrer jusqu'à la fin de sa vie. Oui. C'est aussi ça la question. Donc, en fait, ils ont les moyens. Ces personnes ont les moyens. Quand ils savent qu'ils ont commis des crimes crapuleux comme cela, ils vont fuir à jamais, ils ne vont plus revenir. Et si ils savent qu'ailleurs, partout ils seront, on peut les ramener, je pense que ça peut permettre quand même de faire de faire la lumière sur des faits qui lui sont reprochés, surtout déjà que la sentence est déjà connue. Il faut que le pays d'accueil puisse quand même avoir une coopération entre ces deux États-là pour qu'on puisse répondre véritablement à ces exigences. Non, on a parlé d'assassinat, il est en exil, ce qui veut dire qu'il a été condamné par la cour d'assises puisque c'est une affaire criminelle. Le délai de prescription ne joue plus. Donc, à n'importe quel moment, à 90 à 95 ans, s'il rentre sur le territoire, à défaut d'une coopération, à défaut d'une extradition, à n'importe quel moment, il peut être je rappelle parce que le délai de prescription ne joue plus. Je rappelle que François Bozizé est aujourd'hui âgé de 76 ans. Voilà. Le Sénégal, c'est le sujet suivant. Ça part dans tous les sens, dans le camp présidentiel. Depuis que Macky Sall, le président, a annoncé ne plus vouloir briguer un nouveau mandat et a choisi son dauphin, comme on le dit, en la personne du Premier ministre Amadou Ba, eh bien finalement tout le monde annonce sa candidature. L'ancien chef du gouvernement de Macky Sall, lui ne soutiendra pas la candidature de Amadou Ba. Il s'agit de Boum Abdallah Diom. Il a annoncé également qu'il va briguer la présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Oui, je m'engage. C'est à travers donc cette déclaration écrite en date du 21 septembre et envoyé à la presse sénégalaise que Mohamed Boum Abdallah Diom, ancien Premier ministre de Macky Sall, a annoncé donc officiellement ses intentions près de 2 semaines après que le président sortant a porté son choix sur l'actuel chef du gouvernement Amadou Ba. Achraf Orosama, Macky Sall a-t-il fait un mauvais casting? Non, non, oui, mais votre, disons, c'est légitime de se poser cette question si Macky Sall a fait un mauvais casting. Mais moi, je me félicite également d'une chose, ce qui veut dire que Macky Sall n'est pas si autoritaire que ça, que chacun bénéficie vraiment de la liberté d'esprit et qui peut s'affranchir de la discipline collective du parti. Donc, oui, le Amadou Ba a été choisi par le parti. Il y a aujourd'hui des candidatures dissidentes. Oui, certes, ce sont des candidatures dissidentes aujourd'hui qui vont fragiliser la candidature d'Amadou Ba. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on appartient à un appareil
politique, il peut y avoir des points d'achoppement, il peut y avoir également des désaccords. Et on ne peut pas interdire à une personne de s'affranchir. Oui, bon, je peux par exemple prendre le cas par exemple du gouvernement Hollande, où Macron était, oui, même s'il ne s'est jamais déclaré socialiste de manière notoire, mais à un moment donné, il a pris le pas. Donc, moi, je crois que lorsqu'on est politique, le politique est caractérisé par la prise de risque. Il y a des gens qui estiment à un moment donné qu'ils ont atteint quand même la maturité publique et la maturité politique autant pour moi, et qu'ils doivent également saisir leur chance pour briguer la magistrature suprême. Donc, on peut appartenir à une super structure qui est le gouvernement. Certes, le président de la République, qui est également chef du parti, a fait le choix d'Amadouba, mais également les autres également peuvent également tenter leur chance. Et donc c'est en ce élan-là que Dion également a fait ce grand pas. Au risque de fragiliser la candidature portée par le patron? Oui, au risque de fragiliser. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous vous comportez comme un dissident, c'est que vous prenez le risque également de quitter définitivement le parti. Et je crois que tous ceux qui sont porteurs des candidatures dissidentes également doivent assumer toutes les conséquences. Parce qu'il ne faut pas revenir 6 mois, un an plus tard, si on vous claque la porte, que vous jouez à la victime. Non, il faut assumer toutes les conséquences. Donc, oui, mais ils veulent se jeter dans la bataille. Et je crois que le code électoral reconnaît aux uns aux autres également de se lancer dans cette bataille-là si on répond aux critères d'éligibilité. Donc, on ne peut absolument rien leur refuser. C'est pour dire tout simplement que ce n'est pas le président de la République, Macky Sall, qui choisit des candidats, c'est plutôt le code électoral qui choisit, disons, si vous répondez aux critères d'éligibilité, vous pouvez faire acte de candidature. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est l'enracinement politique de toutes ces candidatures dissidentes-là. Est-ce qu'il pourra réellement faire ombrage au candidat choisi par le président de la République? C'est ce qu'on verra, comme les Anglais le disent, wait and see. En même temps, moi, je ne suis pas encore politique, mais je sais qu'il y a la discipline de groupe. Oui, effectivement. En fait, c'est ce qui est malheureux quand les clashs commencent au sein d'un parti politique. Ça pose véritablement un problème. Parce que ça aurait été mieux que quand vous êtes ensemble, quelles que soient les raisons. C'est pourquoi un parti, quand il organise son congrès, ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens qui ont la prétention d'être candidats. Mais du moment où on pose déjà des critères, où on dit à l'unanimité, nous choisissons tel, vous repliez. Mais ici, on a l'impression que c'est Macky Sall qui a choisi parce qu'on n'a pas vu de primaire. Non, je suis d'accord. Est-ce que les primaires n'auraient pas résolu aussi le problème? Oui, voilà. Là, je suis d'accord. Là, ce que je veux en venir, c'est quoi? C'est pour dire quoi? En partant, le disons ici, même si c'est de façon factuelle, comme on le dit, il n'y a pas encore de congrès, mais le président voulant quitter dit non, en partant, je peux passer la main. C'est à lui de faire ça. Il y a aussi ça, parce qu'on est président de la République, on est chef du parti, mais on n'est pas dépositaire du parti, c'est aux militants de choisir le candidat. Ce que nous disons, est-ce que c'est au président d'imposer quelqu'un? Non, on n'impose pas. Ce que je dis, par exemple, il peut dire, je porte mon choix, c'est tel. À l'élection présidentielle. Allons au primaire. Lors d'un congrès. Allons au primaire ou au congrès, et puis les militants désignent. Si les gens désobéissent pour dire non, ils ne sont pas d'accord, c'est le lieu de dire qu'actuellement, ça veut dire que c'est fini. Cette question de dire que c'est moi qui suis c'est moi. Et puis le danger dans ça, là, c'est de voir que du jour au lendemain, le parti de Macky Sall est en train d'être émietté. Et quand ce parti est émietté, ça favorise maintenant la cession au pouvoir de l'opposition, des candidatures dissidentes qui sont là, et puis même eux aussi ils ont leur voix. Ça veut dire que du moment où il y a ballottage, où il faut avoir peut-être ce que nous appelons 2 tours, où il faut amener vers les gens, les dissidents vont peut-être revenir vers peut-être l'opposition. Et parce qu'il ne peut plus encore faire le pas vers le parti au pouvoir. Donc, c'est le danger. Parce qu'en politique, jamais. Hein. Ah oui, bon, mais néanmoins, c'est de voir... parce que quand, vous savez, c'est difficile de quitter le clan et le revenir en même temps. Ça, en politique, c'est vrai que ce n'est pas exclu, mais c'est aussi difficile parce qu'en venant, tu deviens un paria, voilà. Une barrière d'abord, et puis les gens ne vont plus te donner confiance. Il y a crise de confiance. Est-ce qu'on cherche confiance en politique? Non, on est opportuniste. C'est le pragmatisme. C'est vrai qu'on est opportuniste. On est opportuniste. À un moment donné, quand tu sais, tu trahis pour te récupérer, les gens... C'est de la trahison, c'est de la réelle politique. C'est vrai que c'est une trahison. C'est-à-dire que si on s'en met ensemble
pour dire, ou peut-être le chef de l'État en qui nous avons confiance, dit nous voudrions que, si ça ne s'entend pas, en fait, c'est au sein du parti que cela devait se décider. Aujourd'hui, ça devient des candidatures de dissidence, ou bien. Donc, ça veut dire que c'est une trahison. Quand ils sortent de côté pour dire j'annonce ma candidature, il n'est plus avec le pouvoir. Alors, ici, on est, parce qu'on parle là quand même du camp présidentiel, c'est une coalition. Oui, c'est une C'est coalition. Beno Bokk-Yaka. Oui. Est-ce que Macky Sall l'a oublié avant de désigner Amadou Ba? Parce qu'il fallait que la coalition se réunisse, congrès ou primaire, pour effectivement. désigner. Mais, Ou renouveler les alliances. Oui. Non, mais le danger des coalitions, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous vous mettez en coalition avec un parti qui pèse, c'est que vous risquez de vous faire avaler à chaque fois. Ah, c'est vrai. Et vous risquez de vous faire avaler. Et donc aujourd'hui, Macky Sall a l'impression de former un bloc homogène. Oui. Or, il oublie qu'il est dans le cadre de la coalition, comme vous l'avez dit, Ah ouais. et que l'hétérogénéité demeure toujours, c'est-à-dire le caractère hétérogène ouais. de la coalition demeure toujours. Donc à partir de là, il peut y avoir décision. C'est ce que je dis. En réalité, on peut trouver des raisons explicatives de cette candidature dissidente. Oui. Parce que des points d'achoppement, ça peut être sur le projet, sur le programme de société. Si, par exemple, là, la coalition peut-être c'est les valeurs de gauche qui sont prônées et qu'aujourd'hui, il y a des dérives beaucoup plus libérales, à un moment donné, il peut y avoir des interpellations pour dire, bon, nous ne sommes pas d'accord avec cette conduite, nous profitons, claquer la porte. Ou bien il y a des personnes également non grata, peut-être, à qui on doit peut-être engager la responsabilité pénale et qui ne sont pas engagés sur un certain nombre de choses. Donc c'est pour cette raison que je dis, certes, je crois aux vertus de la discipline collective, mais je crois que nous sommes en politique. Lorsque un politique décide de s'affranchir de la tutelle d'un président de la République parce qu'il aurait choisi un candidat, qu'on laisse ces gens-là poursuivre leur aventure. Dans tous les cas, nous sommes dans une situation concurrentielle. Vous avez un code électoral qui réglemente les élections, c'est-à-dire le dispositif normatif. Donc à partir de là, c'est l'enracinement politique des uns et des autres. Qu'on laisse les uns et les autres concourir. Comme vous l'avez dit, Macky Sall même n'exclut pas la dynamique unitaire. Il dit d'ici à 4 mois, 6 mois, il peut y avoir également des gens qui vont revenir. Il y aura une dynamique évolutive. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des points de discorde, mais bon, nous sommes en Ça peut politique. se résoudre. La situation peut évoluer considérablement, qu'il peut y avoir une convergence d'idées d'ici les mois. Oui, Mais je vous cite exactement ce qu'a dit Macky Sall. Il y en a encore 2 ou 3 qui pensent être candidats. C'est leur liberté, c'est leur droit. Mais je pense qu'il y aura avant l'élection des discussions qui permettront finalement d'arriver vers une convergence totale. Ouais. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que le choix... Est-ce qu'il minimise la dissidence? Oh non, s'il minimisait, il n'allait pas dire qu'il peut-être à la dernière minute, il peut avoir une convergence. C'est peut-être une manière aussi de dire on fera ça. Hein? Non, pas forcément. Pas forcément. Ici, c'est de voir qu'à un moment donné, je l'ai dit, vous n'avez pas semblé me comprendre en disant par exemple que Macky Sall dit ce n'est pas lors d'un congrès ou d'un congrès que ça a été décidé. Il dit bon, pour le moment, ça se fait partout, hein, en voulant dire ou on prête des intentions. Bon, je pense que tel en voulant partir, c'est tel qui veut placer. Oui. En le disant, ce n'est pas qu'il le fait de façon formelle. C'est-à-dire qu'on sait à peu près qui peut prendre la tête ou la relève après tel. Et donc, tout cela devait se discuter après, mais quand on le fait, comme je le dis, c'est du formalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qui on a mis devant et que lors d'un congrès, on décide ensemble parce que la discipline du parti intervient. On dit, mais voilà. Mais dans les coulisses, dans les couloirs, il y a des discussions de couloirs qui se font d'abord avant d'aller au congrès. Donc je pense que c'est dans cette dynamique en principe, même s'il y a des candidatures de dissidence qui sont là, je pense qu'au moment venu, si ces personnes-là ne sont pas exclues encore du parti, ils sont encore du parti, et ils vont s'entendre sur la candidature la mieux adaptée pour quand même aller aux élections. Pour le moment... Qui t'a contredit la candidature du président? Mais bien évidemment, parce que la candidature du président de la République aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne va pas... Il ne sera pas président, il ne sera pas candidat, lui, il ne sera pas candidat. Oui, c'est son dauphin. Oui, son dauphin, je ne refuse pas. Son dauphin, il faut quand même l'unanimité autour du dauphin. C'est là tout le problème se jouera. Oui, donc quand Macky Sall dit qu'il pourrait y avoir convergence, lui parle de son candidat, celui qu'il a choisi. Il n'a pas dit ça. Hein. Oui, je sais qu'il n'a pas dit, mais moi, il dit qu'il y a peut-être 2 ou 3 qui veulent aussi être candidats, c'est leur droit. Qui vont revenir également. Bon, je crois qu'il faut aussi mettre fin au système de rupture, le système de reproduction politique. Parce que dans nos pays, par exemple, je prends le cas nigérien,
bon, c'est vrai que le Bazoum aussi a traîné avec ça comme un boulet, c'est-à-dire qu'on estime que c'est un homme d'ici fou. Oui. Et donc en réalité, le système de reproduction, on ne peut pas l'empêcher. Ouais. On ne peut pas l'empêcher, comme il a dit, un président de la République, lorsqu'il finit son premier mandat, son deuxième mandat, par exemple, le cas du Bénin, on pourra vous dire que Talon actuellement a son candidat. Donc ça existe, mais il ne faut pas aussi édulcorer la volonté également des militants, Ouais. des militants de base. Parce qu'il ne peut pas y avoir la primauté de la volonté du président sortant sur la volonté des militants, des milliers, voire des millions de candidatures. Donc, n'oubliez pas que le système électoral au Sénégal, il est différent parce que c'est le système de parrainage. Et que ceux qui prennent aujourd'hui le risque de quitter le bateau, le navire doivent s'assurer qu'ils auront vraiment les parrainages. Parce qu'ils auront aussi la Cour constitutionnelle devant eux, qui aura validé et invalidé les candidatures. C'est pour cette raison que je dis, le politique doit être caractérisé par la prise de risque. Mais lorsqu'on prend aussi des risques, il faut s'assurer de la réussite de son aventure. D'accord, merci. On va passer au dernier sujet, c'est le Togo. Pas question de servir de base arrière pour une agression contre un pays frère. Ces mots sont du patron de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Doucet. C'était donc à la tribune des Nations Unies lors de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Robert Doucet, s'exprimant au nom du Togo, a été très clair. Le Togo ne participera pas à une agression contre un pays frère. Entendez ici le Niger, d'abord en premier, et tout autre pays d'ailleurs. Nous allons écouter ce reportage et puis on revient pour le débat. Le Togo ne pouvait pas choisir une meilleure occasion que celle de la 78e session de l'AG des Nations Unies pour faire allusion à l'intervention militaire que la CEDEAO envisage au Niger contre le nouveau pouvoir issu d'un coup d'État. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. Le Togo réaffirme également ici son adhésion à la réforme au Conseil de sécurité des Nations Unies qui devrait permettre aux pays du Sud d'avoir une représentativité permanente aux côtés des 5 puissances mondiales que sont la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Pour ce qui est de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous ne voulons plus revenir dessus. L'Afrique, nous l'avions déjà dit, ne peut plus rester en marge de l'instance à laquelle il revient d'assurer la paix et la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité ne peut plus demeurer une simple affaire des vainqueurs et leurs alliés du deuxième conflit mondial. Rien ne peut plus justifier le maintien du statu quo. Les partenaires en développement de l'Afrique n'ont pas échappé à la mise en garde du ministre togolais, ayant été sommé de changer d'attitude face aux nouvelles orientations du continent. Le temps où d'autres entités prétendaient parler au nom d'une Afrique qu'elles n'écoutent même pas ici, aux Nations Unies et sur la scène internationale, est révolu. Les partenaires de l'Afrique, nouveaux ou anciens, qui hésitent encore à accepter la nouvelle trajectoire prise par l'Afrique dans le processus d'évolution historique, doivent changer d'attitude, d'approche aussi dans une Afrique qui a profondément changé. Dénonçant un paternalisme des grandes puissances occidentales, le Togo a aussi lancé un appel au panafricanisme des nations du continent pour mieux faire face aux actuels défis sécuritaires mais aussi économiques et sociaux. Voilà donc, c'est un résumé de ce discours, un discours qu'on qualifie d'historique, de panafricaniste. Il n'y a pas des mots assez forts pour le dire. Très laudateur d'ailleurs. Alors, c'est Robert Doucet, c'est la position du Togo. Alors, un mot d'abord sur... Aujourd'hui, on semble avoir sur le continent...
réveil. C'est un continent qui refuse d'être biberonné, qui veut s'assumer aujourd'hui. Est-ce que quand on écoute ces mots du chef de la diplomatie togolaise, on peut se dire que les autorités, les chefs d'État, les chefs de gouvernement sont dans cette logique aujourd'hui, non au paternalisme? Oui, en fait, c'était la vraie raison, la raison fondamentale même pour ce que nous appelons l'Union africaine. C'est-à-dire que lutter pour nos intérêts. C'est que nous n'allons pas, comme vous l'avez dit, pour prêter votre nous biberonner par les gens. Aujourd'hui, c'est quoi? Avec ce que les mots du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, c'est ce qui était, ça délie, les langues se délient. Les gens le disaient, quelle est la position du Togo? Est-ce que le Togo cautionne l'intervention militaire au Niger? Et ainsi de suite. Mais nous avons vu depuis même le début de cette crise-là, où le chef de l'État togolais, après le sommet de la CEDEAO sur le Niger, est venu, il n'a pas donné le temps à un seul instant. Et donc, il multipliait. Sa position était qu'il faut d'abord parler de quoi? De négociation. Il faut aller discuter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre sans table de négociation. Ça, il y en a, ça n'existe pas. Surtout que nous préconisons ce que nous appelons la paix, la stabilité de nos États. Il faut à un moment donné, quand il y a un conflit, on le dit, on le répète toujours. J'apprécie l'éloquence du discours de notre ministre, du professeur Doucet, qui l'a dit sans hésiter. Il a dit avec de ferveur, en appelant les autres qui restent toujours dans le ciment, même en appelant les puissances qui veulent nous accompagner, de ne pas se mettre dans le jeu de ce que les gens pensent. Et bon, moi, c'est ce que je dis, le courage et puis la volonté du Togo à accompagner les pays en crise. Et donc, moi, je pense que l'Afrique a un éveil de conscience qui est en train de prendre le pas dans son ensemble. Même les dirigeants africains qui semblent ne pas comprendre le concept doivent comprendre qu'aujourd'hui, la donne est en train de changer. On est en train d'aspirer à une Afrique plus responsable, une Afrique qui a le tandem, qui prend les résolutions quand elle veut et que les autres ne viennent qu'en appui. Il ne faut pas qu'on soit toujours instrumentalisé parce qu'il y a telle puissance qui est derrière, qui dicte sa loi et qui dit... Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que l'Afrique, c'est vrai que nous pouvons vivre dans le partenariat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre aussi en autarcie. Nous ne pouvons pas dire que non, aujourd'hui nous allons rompre avec des puissances. Non. Mais quand nous sommes responsables, ou nous sommes autonomes ou indépendants ou souverains, nous devons comprendre qu'à un moment donné, avec notre souveraineté réelle, nous pouvons tisser des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est ça qui peut faire l'avancée. Même les Occidentaux ou les puissances dont nous parlons, sans l'Afrique aussi, sans les puissances africaines aussi, sans les pays africains aussi, ils ne peuvent pas vivre. Donc, ça veut dire que nous pouvons rester dans le schéma de partenariat. Et ce schéma de partenariat, ce n'est pas que quand il y a des problèmes ou des situations dans un État, qu'on trouve des formules et pour dire non, il faut intervenir pour déstabiliser. Ce n'est pas une question de panafricanisme, c'est une question du réel politique, de la réelle politique. Parce qu'à un moment donné, quand vous aspirez gouverner, vous ne pouvez pas espérer qu'il y ait des situations pour que les gens puissent intervenir et tuer les uns les autres. Alors maintenant, quand Robert Doucet a dit ça, on en a assez, j'ai employé le mot biberonné et tout. Est-ce que dans les faits, on revendique juste cette souveraineté lors de ces rencontres, ou bien on y travaille? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai lu aussi une réponse de Jerry Tama, on regarde nos budgets, c'est 40%, on se dit c'est l'aide au développement, la France va apporter tant, les États-Unis tant, l'Allemagne tant et tout. On ne peut pas faire ça et aller tenir ce discours-là non plus. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Il y a un décalage entre ce qu'on extériorise comme frustration à l'Assemblée générale des Nations Unies et les faits. Est-ce que les États africains sont résolument engagés vraiment à assurer leur souveraineté? Parce que ce ne sont pas des formules déclaratoires qui résout le problème. Il faut forcément, à un moment donné, prendre un certain nombre de résolutions fortes. Et prendre un certain nombre de résolutions fortes. Je crois que c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début c'est-à-dire que de s'affirmer davantage à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais les faits sont têtus, les faits vraiment sont têtus. Il faut véritablement, nous sommes dans un monde concurrentiel où
les grandes puissances sont dans une logique de prédation et de servitude. Je crois qu'il ne s'en lasse pas, il ne prendra jamais unilatéralement la décision de réduire les autres États en servitude. Il appartient à ceux qui sont aujourd'hui victimes de ce plan machiavélique de certains nombres de puissances aujourd'hui, de s'affranchir de certains nombres de choses. Est-ce que dans les faits, on le prend aujourd'hui, la question monétaire aujourd'hui divise un certain nombre d'États, nous sommes incapables de créer notre monnaie unique. Sur le plan politique, nous avons fait le choix de la démocratie représentative, mais est-ce que les règles du jeu aujourd'hui sont respectées? Et on parle de l'orthodoxie budgétaire. Est-ce que la gouvernance vertueuse, elle est respectée dans sa lettre et dans son esprit? Donc il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui font que on a toujours de beaux discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. On a comme l'impression que c'est devenu une concurrence même entre les représentants des pays africains où tout le monde veut rentrer dans le panthéon de l'histoire avec un discours novateur, un dénonciateur qui rompt avec les schémas antérieurs. Donc je crois que nous avons intérêt à prendre vraiment des mesures fortes et effectivement c'est-à-dire de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Oui, il a dit clairement, moi je me félicite de cette chose, c'est-à-dire il a levé l'équivoque en disant que l'Afrique ne peut plus servir de base arrière pour un pays frère. Nous appartenons à un espace communautaire, il y a des résolutions qui ont été prises institutionnellement, donc à un moment donné, il faut marquer son désaccord. Maintenant, il faut aussi le faire jusqu'au bout, parce qu'on a vu quand même un communiqué de l'Office togolais des recettes, où on applique également des résolutions qui ont été prises par l'institution, mais tantôt on ouvre le couloir humanitaire. Donc, à un moment donné, il faut être logique envers soi-même et être vraiment en phase avec les décisions qu'on prenne vraiment à l'international. Donc, je crois que le Togo, à l'instar des autres pays africains, ont raison aujourd'hui de remettre un certain nombre de choses. Il a parlé du Conseil de sécurité aujourd'hui. Il faut réformer. Il faut réformer de manière structurelle. Le Conseil de sécurité, je me rappelle de cette formule d'Emmanuel Macron où il disait que le Conseil de sécurité est à l'état de mort cérébrale. Et donc, à un moment donné, il faut réinventer le Conseil de sécurité. Donc, une chose, je crois que l'ONU demeure quand même le symbole du multilatéralisme, quoi qu'on le dise. On voit très bien que les altermondialistes estiment que ce sont des institutions qui sont inadaptées, sclérosées, mais on voit très bien qu'ils se prennent quand même du plaisir à prononcer des discours. Donc, ça veut dire que l'ONU demeure quand même une organisation centrale pour la pacification quand même de nos pays à l'échelle internationale. L'autre point important, un des mots de Robert Doucet, c'est que le Togo ne va pas servir de base arrière pour une agression contre un pays frère. Ces mots tombent dans un contexte où on sait que la CEDEAO n'exclut pas une intervention militaire au niveau du Niger, même si l'hypothèse s'éloigne de plus en plus. C'est quoi? Le Togo a quand même participé aux sanctions prises contre le Niger. Quand Robert Doucet dit ça aujourd'hui, ça va pas être vécu comme de la trahison? Ah oui, bon, en fait, c'est ma crainte aussi parce que lors du sommet Russie-Afrique, en fait, je crois que le jeune président Ibrahim Traoré avait fait une déclaration où tu réponds à la bergère, alors que c'était du réel. Il dit aujourd'hui, je me dis, ceux qui sont dans la logique d'intervention militaire au Niger, quel sera le rapport avec la déclaration du Togo? C'est la grande interrogation. Est-ce que c'est des déclarations pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait, avec les décisions, puisque l'intervention des forces militaires au Niger, c'est une résolution. En fait, c'est lors d'une assise que ça a été voté au cas où les négociations, pas les négociations, où il n'y a pas retour à leur conscience, qu'il y aurait une intervention militaire. Donc ça a été accepté de tous les participants à la CEDEAO. Donc aujourd'hui, si les gens sortent, c'est pourquoi je ne sais pas comment les décisions se prennent à la CEDEAO. En fait, quand il y a déjà une question qui est posée que les gens ne sont pas d'accord, c'est vrai qu'on décide là-bas pour voir ceux qui sont d'accord et qu'on sorte un communiqué pour comprendre réellement, parce que les instigateurs de ce projet d'intervention militaire au Niger aujourd'hui, on les connaît. Mais je ne sais pas si au sommet de la CEDEAO, c'est les trois qui avaient décidé, mais comment vous l'appelez, le président non, le président ivoirien. C'est une décision de la CEDEAO. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est la CEDEAO qui s'est réunie. Maintenant, on sort de cette discussion, on se met d'accord sur un fait. Les gens disent non, je ne suis pas contre, je ne suis pas d'accord, alors que vous avez signé un document. C'est le grand paradoxe. Donc, il faut que les gens soient sérieux. C'est-à-dire qu'un État n'est pas d'accord, qu'il déclare
je suis pas d'accord, désavoue carrément, et qu'on est qui est. Bon, aujourd'hui, ça porte un peu de l'ambiguïté, de confusion, parce que ce que nous disons ici, c'est le Togo, c'est la position du Togo. Alors, les gens vont se demander, comme la question a été libellée, quelle sera la réaction de la CEDEAO? Justement, moi j'analyse quand même aussi les mots. On ne va pas servir de base arrière pour une agression contre un pays frère. Si je veux être factuel dans l'analyse, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas participer. Oui, cela ne veut mais pas une base. Oui, non, cela on ne va pas servir de base arrière. Oui, bon, moi, je retiens, je retiens l'approche restrictive de la compréhension et l'approche extensive. L'approche restrictive, c'est que on participe, mais on ne va pas abriter une base arrière. Ouais. L'approche extensive, c'est qu'on participe, on peut abriter une base arrière. Ce qu'il faut comprendre, comme il l'a dit, sincèrement, il faut qu'on soit cohérent avec nous. On participe à la conférence des chefs d'État. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous prenez l'architecture institutionnelle du traité constitutif de la CEDEAO du 28 mai 1975, la conférence des chefs d'État est l'organe suprême. Oui. Donc à partir de ce moment, les résolutions de la conférence des chefs d'État s'appliquent à tous les États. Et donc vous avez aujourd'hui des dissidences, vous avez des résolutions unilatérales de certains États qui désavouent certaines résolutions prises par la conférence des chefs d'État. C'est ce qu'on ne comprend pas. Soit on appartient à un espace d'intégration, soit on ne l'appartient absolument pas. Donc, moi, je pourrais également me poser la question. Est-ce que le ministre Robert Doucet, c'est une initiative solitaire de sa part? Non, je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. Il s'exprime au nom du Togo. Effectivement, il s'exprime au nom du Togo. Or, le Togo est signataire de la résolution. C'est le paradoxe. Voilà, c'est le paradoxe. C'est pour cette raison que je m'interroge. En réalité, bon, ironie mise à part, je le sais très bien qu'il agit au nom du Togo, mais je trouve que c'est totalement contradictoire avec... C'est pour ça que moi je voulais aller dans l'analyse même des mots qu'il a choisi, servir de base arrière pour une agression contre un pays frère. C'est un politique, c'est un philosophe d'ailleurs, donc qui est assez pointueux sur les mots. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent pas faire l'objet de confusion à partir du moment où vous adhérez aux résolutions prises par les chefs de la conférence des chefs d'État. Ce qui veut dire que l'organisation peut désigner des États qui vont abriter. Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas refuser, puisque vous êtes signataire. Soyons sérieux avec nous, puisque vous êtes signataire. Donc, si le Togo doit être logique jusqu'au bout, je crois que dans les prochains jours, il faut forcément, à travers un communiqué officiel, désapprouver totalement ou révoquer la signature posée sur le communiqué final de la conférence. D'ailleurs, avant d'arriver à ces mots, Robert Doucet a laissé entendre que le Togo, depuis son indépendance, n'a jamais participé à une quelconque agression ou à une quelconque déstabilisation contre un pays frère. Donc, en clair, le Togo n'est pas pour une intervention militaire au Niger. Mais ce n'est pas ce qui est cité. Oui, mais non, revenons au discours. C'est le contraste même ça. C'est un peu compliqué de comprendre ça comme ça. Pourquoi le Togo ne pouvait pas lever son petit doigt lors du Conseil de sécurité là-bas pour dire je ne suis pas signataire de ce projet? C'est rien. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. L'autre l'a fait. Clairement, je crois, un pays a donné il a refusé carrément de signer ce projet-là. Et donc, je crois que ça doit être la Gambie. Non, c'est pas la Gambie. Non, la Gambie où? Le Cap-Vert. Le Cap-Vert l'a fait. Oui, effectivement. Le Cap-Vert l'a fait. A clairement dit non. Ils sont cohérents. Non, ici, nous voudrions quoi? Nous voudrions que... C'est vrai, nous connaissons le Togo dans sa stratégie de paix et de résolution de crise, pas de négociation, de solutions négociées. Maintenant, moi, je ne voudrais pas qu'on participe à un projet sur lequel nous avons pris des résolutions qui engagent même l'État togolais et qu'on sorte après, on dit le contraire de ce qui a été signé. Une fois, on dit, quand vous avez un projet, vous signez, c'est la signature qui compte. Et de l'organe suprême, c'est la signature qui compte. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le Togolais lambda va comprendre de sa sortie là, que le Togo n'est pas d'accord pour une intervention militaire au Niger. Ça, c'est clair. Mais les mots, il faut rentrer dedans avec des philosophes. Les gens ne sauront pas le décrypter. Ce qui est clair pour le Togolais qui comprend ce qu'il a dit, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec une intervention militaire au Niger. Et même depuis l'indépendance du Togo, nous ne sommes pas mêlés dans ce schéma-là. Ça, c'est clair. C'est comme ça on peut le résumer. Maintenant,
qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ce qu'il dit là, ça ne devait même pas poser problème. Aujourd'hui, avec ces pairs de la CEDEAO, comment ça va se faire? Puisqu'il est sorti, c'est devant une tribune des Nations Unies. Et que cela s'est dit. Est-ce que ça a été dit d'avance au niveau de l'instance sous-régionale? Que non, je veux démissionner du projet, du fameux projet que nous avons pris ensemble, avant de l'aller le dire là-bas. Parce que, comme vous l'avez dit, ça frise une trahison. Où nous avons ensemble élaboré un projet et vous sortez derrière pour aller dire que non, que je ne suis pas d'accord. Donc je pense que à cette question, je ne sais pas comment serait perçu le Togo via les gens qui sont encore des activistes de ce projet. Mais en même temps, je pense que c'est quand même d'une certaine cohérence par rapport à la position du Togo. Vous vous rappelez déjà la crise malienne, la crise tchadienne. Le Togo a pris son bâton de pèlerin pour aller discuter la paix. Donc, oui, pour aller... il y a une cohérence. Non, nous ne sommes pas contre ça. Non, il y a une cohérence. Mais au fait, il peut y avoir une cohérence parce que du point de vue du droit, à partir du moment où vous posez votre signature, c'est que vous êtes engagé. Maintenant, la doctrine, elle est totalement différente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une philosophie que vous avez de la résolution du contentieux entre les États ou entre les rébellions et un gouvernement légitimement établi. Ça, c'est la doctrine. Maintenant, du point de vue du droit, je crois qu'il faut éviter de poser un certain nombre d'actes qui engagent la responsabilité de l'État. Et donc, j'estime que lorsqu'on participe aux réunions de l'organe suprême de l'institution et qu'on est signataire de l'acte final ou de le communiqué final, à partir de là, on n'a pas le droit de se rétracter. C'est ce qu'on dit tout simplement. Et donc, du coup, le Royaume-Uni a décidé de sortir du marché unique. Ils ont été logiques avec eux-mêmes, ils sont sortis. Donc il y a une procédure. Donc il n'y a que dans notre espace communautaire qu'on voit des gens dénoncer des traités, mais ne pas sortir également de l'organisation. On a des États qui sont signataires d'un certain nombre de communiqués, mais qui ont une posture contraire aux quintessence du communiqué. Donc je crois qu'il faut être extrêmement attention. Et donc je crois qu'il y a quand même, comment l'appelle-t-on, le gouvernement doit faire un effort vraiment de clarification sur ce sujet-là pour éviter pour relever l'équivoque de manière définitive sur le dossier. Ce n'est pas même c'est la première fois, parce que lors de la crise malienne, c'était le même schéma où il devait avoir les chefs d'État qui devaient se réunir à Accra, où l'ancien chef de l'État et le Fagnassingbe n'y était pas été représenté. Les gens comprenaient déjà clairement sa position de ne pas participer à ce plan machiavélique. Moi, ce que je demande, même que tu sois représenté ou pas, c'est que le Togo. Ou le Togo. Qu'on dise clairement que, bon, c'est vrai que... Je ne suis pas pour ceci. Je ne suis pas pour ceci. Point final. C'est compris. Merci. Merci, Komi Mayaba. Merci d'être passé dans l'émission. Ashraf Rosama, merci également. Oui, merci. Débat très intéressant. Merci à tous d'être restés à notre compagnie. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Le temps pour moi de me souhaiter un joyeux anniversaire ce samedi 23 septembre. Par la grâce de Dieu, je souffle une bougie de plus.